c'est 50-50, 50-50. 50-50. Oui. Évidemment. Bon, on parlera pas du sujet de la femme avec vous, mais c'est très bien déjà que dans votre action, même dans votre équipe, quand nous préparions ces briefings, il y a des femmes qui vous accompagnent, il y en a dans la salle. Et donc, monsieur le directeur général, il y a quelques jours, nous vous avons vu très actifs sur terrain, annoncer des gros chiffres, des milliards qui se dégagent en termes d'opportunités pour des entreprises à capitaux congolais, parce que la sous-traitance à capitaux majoritairement congolais. Je souhaite que ceux qui nous suivent retiennent l'expression à capitaux majoritairement congolais, parce que dans la sous-traitance, nous voulons que la majorité revienne aux Congolais, que les autres 49%, les autres expatriés sont aussi les bienvenus dans ce qui leur est réservé. Ceci doit être bien clair. Alors, ce soir, nous voulons que vous puissiez nous dire en introduction où est-ce que vous en êtes, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, nous avons fait un exercice où nous expliquions plus ou moins le travail que vous faites. Vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes aujourd'hui et surtout, et les plus intéressants, c'est de dire aux jeunes Congolais qui ont des entreprises, qui sont capables, comment ils font pour arriver à capter les milliards ou les millions de dollars que vous dégagez dans les entreprises principalement minières qui sont concernées par votre contrôle. Vous avez la parole, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Avant toute chose, comme c'est le mois de la femme, je salue toutes nos mamans de la République et spécialement aussi nos mamans de l'Est. Donc nous sommes de cœur avec eux et le chef de l'État travaille là-dessus afin que la paix puisse rentrer définitivement dans notre pays. Je pense que l'année passée, nous étions ici où nous avions plutôt annoncé quelques avancées, entre autres le contrôle qui a été mis en œuvre afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais qui jusque-là étaient victimes, comme je peux dire, de plusieurs circuits d'appel d'offres qui étaient hermétiquement fermés. Et c'est d'ailleurs la raison de ces contrôles pour que les entreprises à capitaux majoritairement congolais, je vais bien préciser, la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles, mais à condition de s'associer aux Congolais à raison de 51% des parts sociales pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Donc, ils sont éligibles et ça doit être des partenariats gagnant-gagnant. Nous avons effectué les contrôles. Je pense que tout ce que nous faisons, nous rendons ça à la population, aux entrepreneurs, donc la population des entrepreneurs ou entrepreneuriales dans notre pays, parce que c'est un combat que mène le président de la République en faveur des nationaux afin de pouvoir relever les défis des tissus de notre économie. Vous avez vu qu'il y a des entreprises que nous avons enjoint aux sociétés principales d'éradier, je répète, nous avons enjoint, ce n'est pas l'ARSP qui a annulé, c'est l'ARSP qui a enjoint aux entreprises principales de suspendre ou d'annuler les contrats qui n'ont pas été conformes avec la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez travaillé avec les entreprises sur chaque contrat et vous avez analysé par rapport à la loi. Et pour que cela ne paraisse pas, je dirais pas comme une tracasserie, comme si vous preniez une mesure d'autorité dans des entreprises qui ne vous appartiennent pas. Et donc, de commun accord avec eux, vous avez analysé et eux-mêmes ont tiré les conséquences. Effectivement, ce sont les résolutions du contrôle. Parce que lorsque nous avons effectué les contrôles, après les contrôles, les éléments sont arrivés au niveau de la direction générale. D'ailleurs, ces contrôles, je pense que tous les Congolais nous ont vus. Et ils ont vu que moi-même, j'étais sur place
entreprise par entreprise, parce que c'est un grand défi qu'il faut relever dans notre pays, je peux le dire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Et nous travaillons et nous prenons ça très au sérieux afin de pouvoir relever ces défis ensemble avec les Congolais. Et lorsque nous avons fait les contrôles, après nous avons amené les éléments avec les contrôleurs et nous appelons chaque entreprise. Je pense que vous avez suivi, il y a eu des réunions plusieurs fois avec le groupe Barrick par exemple. Il y a aussi Barrick, donc Kibali Gold, qui fait partie du groupe Barrick. Il y a eu des réunions avec Sicomine, il y a eu des réunions avec Bralima, avec Vodacom, avec toutes ces sociétés. Et nous les avons fait voir noir sur blanc avant de pouvoir prendre la décision d'annuler, de leur demander d'annuler ces contrats. Il y a eu un travail qui a été fait en amont et en aval au niveau de la direction générale et sur ce qui a abouti à ces conclusions de pouvoir annuler des contrats qui n'étaient pas éligibles. Mais des contrats qui ont été éligibles, nous avons laissé ces contrats qui sont en train de continuer jusqu'à présent. Une petite curiosité, contrats éligibles, dans les contrats éligibles là, les entreprises congolaises sont majoritairement... Effectivement. Sont à capitaux majoritairement. Effectivement, comme je le disais, ici, l'objectif est que nous ne voulons pas que les Congolais soient écartés parce que malgré que cette loi sur la sous-traitance a existé, je pourrais dire, ça c'est la 7e ou la 8e année, les Congolais ont toujours été victimes, d'abord de ces circuits fermés aux appels d'offres, et deuxièmement aussi, les systèmes-là de prête-noms, même quand ils entrent, on les utilisait, ils entraient des façades. Donc, chose qu'il fallait un peu changer cette tendance-là, parce que la loi sur la sous-traitance, c'est une loi qui fait partie du contenu local. Et aujourd'hui, tous les pays sont à la course à la montre sur le contenu local et tout le monde veut promouvoir l'entrepreneuriat local. Lorsqu'on parle de l'économie d'un pays, on ne peut pas parler de l'économie d'un pays sans les nationaux, sans les locaux. Donc, ils doivent aussi participer à l'économie de leur pays, chose que nous sommes en train de travailler dans la vision du président de la République, qui veut à ce que les Congolais participent dans la chaîne des valeurs de toutes les ressources du pays. Non seulement les mines, parce que l'ARSP n'intervient pas seulement sur les mines, mais c'est dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et donc voilà, monsieur le directeur général, mais au bout du compte, il faut qu'on arrive à nous dire, et c'est peut-être la beauté de l'exercice, avant que les médias ne puissent prendre la parole, mais comment pensez-vous alors que vous puissiez participer au développement économique du pays? Très souvent, vous parlez de BEE, Black Economic Empowerment en Afrique du Sud. Comment pensez-vous que cela puisse être faisable? En fait, ce n'est pas seulement les Black Economic Empowerment d'Afrique du Sud. La loi sur les contenus locaux, je pourrais dire, c'est une loi presque mondiale. Vous allez vous rappeler que en 1933, le président américain Roosevelt avait promulgué la loi sur Buy American Act. Et les Américains, aujourd'hui, c'est une fierté pour les Américains, cette loi, parce que c'est une loi qui a protégé les Américains en interne et qui a fait développer la population américaine. Et aujourd'hui, si on parle des milliardaires au monde, nous avons une grande partie des entrepreneurs américains milliardaires au monde. C'est grâce à cette loi, Buy American Act. Et nous venons d'être au Canada. Je pense que je l'ai même dit au PIDAC. En 1985, le Canada avait aussi promulgué cette loi, Canadian Act, afin de pouvoir promouvoir le Canadien. Et nous avons cette même loi
qui a été promulguée en Égypte en 1948 par le président Nasser pour pouvoir promouvoir les Égyptiens. En 1975 avec le président Giscard d'Estaing pour la France. Donc l'Afrique du Sud, c'est en 2003. Mais lorsqu'on parle de l'Égypte en 1948, on parle des États-Unis en 1933. Donc on parle de plus de 90 ans. Donc chaque pays a sa politique pour pouvoir promouvoir les locaux. Et ici, chez nous, en République démocratique du Congo, la loi sur la sous-traitance, d'ailleurs, comme je l'ai dit l'autre fois, nous sommes au niveau de la sous-traitance. J'étais récemment à Indaba Mining Week, lorsque le président Cyril Ramaphosa a pris la parole. La première des choses, le président Cyril Ramaphosa s'est félicité pour la loi sur les BII, qui aujourd'hui n'est plus au niveau des 26% pour les Sud-Africains dans l'actionnariat des activités principales. Je précise, au Congo, nous sommes au niveau de la sous-traitance. Les autres pays, c'est au niveau des entreprises principales. Et le président Ramaphosa s'est félicité en disant qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour que la loi sur les BII quitte de 26% à 30% aujourd'hui. Et c'est une fierté pour le peuple sud-africain. Donc, au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Il est vrai qu'on doit les reconnaître que nous sommes parmi les pays qui ont promulgué, qui ont signé ou qui ont voté cette loi en retard. Mais je pense quand même que 2017 jusqu'à aujourd'hui, on est déjà à presque 7 ans. Nous devons travailler et nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait des résultats avec notre population et surtout notre jeunesse et nos étudiants aujourd'hui qui terminent les études, qui cherchent de l'emploi, mais s'il y a l'occasion qu'eux-mêmes puissent être créateurs de l'emploi, nous devons leur donner toutes ces occasions. C'est la raison pour laquelle les chefs de l'État aujourd'hui, que je tiens ici à remercier avec mes hommages les plus déférents pour son implication personnelle parce qu'il tient à l'emploi des jeunes, il tient à la création de l'emploi comme il a exprimé dans ses 6 engagements lors de sa prestation de serment. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. On va se tourner du côté des professionnels des médias pour les questions. On va commencer cette série par Monsieur Patrick Bomboka. Aujourd'hui, c'est le goût de mon mascarpone, si crémeux et onctueux, que je veux partager avec vous. Galbani, il gusto della dolce vita. Découvrez et réservez des expériences de voyage inoubliables sur getyourguide.fr. Monsieur Jordan Mayenikini se prépare et Monsieur Mbelechi. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le DG. Merci. L'un des avantages de la sous-traitance est notamment une plus grande maîtrise de la qualité, des coûts et des délais de fabrication. Et en tant qu'autorité de régulation, est-ce que vous avez entrepris de connaître le degré de satisfaction des sociétés principales par rapport aux prestations livrées par les entreprises sous-traitantes? Merci beaucoup. Je pense que votre question, en fait, parle de l'expertise. Vous parlez de l'expertise parce que lorsqu'on parle de la qualité ou la prestation, tout entre dans l'expertise. Comme je l'ai dit l'autre fois, on ne doit plus rentrer en arrière. Il y a de l'expertise dans notre pays. Comme je venais de le dire, les entrepreneurs congolais ont été victimes des appels d'offres, d'abord dans un circuit très fermé. On ne peut pas juger quelqu'un qu'on n'a jamais donné la chance de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un. Et deux, même si on parlait de l'expertise, la loi parle des 51% pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Ça veut dire, si l'un
amène les marchés, l'autre peut amener l'expertise. Parce que lorsque les associés s'associent pour créer une société, il y a toujours celui qui peut amener l'expertise, il y a l'autre qui peut amener les finances, ou l'autre peut amener le marché, et l'autre amène. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces partenariats de 49 et 51% existent. Donc c'est une question qu'on ne va plus revenir là-dessus. Ça va nous mettre en retard et ça nous a toujours mis en retard. Et nous, à notre niveau, ce que nous avons fait, vous allez voir qu'aujourd'hui, allez sur notre site internet, il y a plus ou moins 57 appels d'offres qui sont publiés sur les sites de l'État, les sites de l'ARSP. Nous avons enjoint aux entreprises principales de publier les appels d'offres sur les sites de l'État, sur les sites de l'ARSP, pour permettre aux entrepreneurs congolais de voir aussi ces appels d'offres et de pouvoir postuler à ces appels d'offres. Parce qu'il y a eu des appels d'offres qui étaient déjà triqués. Je vais vous donner l'exemple. C'est lui qui amène le capital, il a lui-même ses propres sociétés de sous-traitance. Vous imaginez à quel jour qu'un Congolais ou une société à capitaux majoritairement congolais peut pouvoir gagner un marché. Parce que c'est lui qui a amené le capital, la société principale et elle-même une société. Quel jour qu'un entrepreneur congolais peut pouvoir gagner un marché consistant? C'est comme ça que nous avons demandé pour la transparence. Ils doivent publier sur les appels, sur les sites de l'ARSP. Et même le problème des dérogations, de dire que non, parce que nous avons par exemple, une lettre que nous avons reçue d'une société principale qui nous demande de pouvoir accepter de faire venir les Sud-Africains, tout simplement parce que cette expertise n'était pas en République démocratique du Congo. Et nous les avons dit, sur quels critères? Publier ces appels d'offres sur les sites de l'ARSP, tous les Congolais, tous les entrepreneurs congolais vont voir, ils vont postuler, et c'est après avoir postulé qu'on conclut qu'il n'y a pas cette expertise dans le pays. Mais si l'appel d'offres est fait en interne, triqué en interne, comment vous voulez dire qu'il n'y a pas l'expertise dans le pays? Donc moi je pense que nous sommes arrivés au stade où il faut donner la chance aux nationaux. Et je vous dis, comme l'État, il y a des génies dans ces pays, il y a de l'expertise dans ces pays. Et nous devons encourager les Congolais. Alors, Monsieur le Directeur Général, je me souviens que lorsque nous élaborions la loi sur la sous-traitance, justement, il y avait un débat. Certains opérateurs, principalement miniers, disaient qu'il faut les local content en termes de formation. Donc aujourd'hui, lorsque nous voulons récupérer toute cette part de marché qui devait revenir aux entreprises majoritairement congolais, est-ce que nous nous assurons que nos entrepreneurs sont en mesure effectivement de rendre le service attendu? Ça veut dire, nous ne doutons pas qu'il existe de l'expertise, mais les appels d'offres répondent à des questions spécifiques, premièrement. Deuxièmement, il y a l'épineuse question des moyens. Je parle sous votre contrôle, parce que lorsque vous postulez pour un contrat dans la sous-traitance, vous payez vous-même d'abord le service avant que vous ne puissiez être payé plus tard. Vous présenterez votre facture. Est-ce que, de ces points de vue, des dispositions sont prises pour vous assurer que les entreprises congolaises qui postulent ont à la fois les compétences et les moyens pour donner les services attendus par la société concernée? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, je pense que je vais vous répondre sur des volets. Je pense que c'est parmi même les raisons de ces briefings, parce que ici, nous avons communiqué des chiffres. Dans 6 communes, nous avons créé des opportunités, 1 milliard de dollars. Dans Kibali, vous avez vu qu'on a assaini. Il y a plus ou moins 394 marchés de sous-traitance qui sont disponibles et qui doivent rester en République démocratique du Congo. Nous l'avons fait avec le groupe RG. Donc, dans le groupe RG, j'ai parlé des Metal Coal, Frontier, Comidé et Boss Mining, où nous avons radié, nous avons instruit à ces sociétés principales d'enlever sous-traitants. Ici,
je pense que nous allons y aller avec beaucoup de tact ou beaucoup de professionnalisme. Je pense que dire que les Congolais n'ont pas de moyens, il y a quand même des Congolais qui ont des moyens, parce qu'ils sont déjà dans la sous-traitance. Et d'autres, ils sont là, ils se préfinancent. Nous étions à PIDAC au Canada, il y a des Congolais qui étaient là avec leurs stands et tout ça. En Afrique du Sud, ils étaient là avec leurs stands et tout ça. Ils sont là, n'est-ce pas? Seulement qu'ils ne sont pas peut-être nombreux, parce que, comme j'ai venu de le dire, la chaîne des valeurs les a été confisquée pendant plusieurs années. Tout à fait. Oui, et aujourd'hui, c'est après ces 6 décennies que le président de la République veut changer la tendance. Ici, la manière dont nous allons procéder, c'est que toutes les opportunités, parce qu'il y a les grandes opportunités, il y a les moyennes et il y a aussi les petites par rapport au marché. Donc, les grands entrepreneurs qui vont par la voie des appels d'offres, dont nous allons accompagner, parce que nous devons les accompagner pour éviter que ça soit triqué. Et lorsque eux, ils ont des grands marchés, ils peuvent aussi partager ces marchés avec les autres qui montent. Je donne l'exemple. Vous avez un marché, par exemple, d'excavation de 200 millions de dollars. Et avec les marchés de 200 millions de dollars, vous ne pouvez pas vous-même vous fournir le carburant, vous fournir les lubrifiants. Non. Vous avez le marché d'excavation, le carburant, les lubrifiants, laissez aussi aux autres entrepreneurs. Ça veut dire, ici, la manière dont nous allons procéder, c'est que, parce qu'il faut qu'on se le dise, nous sommes arrivés à un moment très historique de notre pays. Un moment historique, un moment économique de l'histoire de notre pays. Et nous devons relever ces défis. Et pour relever ces défis, nous devons y aller avec beaucoup de professionnalisme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous connaissons nous tous, il y a 30 ou 35 ans passés, l'histoire de la zérénisation, qui en soi, l'intention ou l'idée n'était pas mauvaise, mais il n'y a pas eu de structure d'accompagnement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que d'abord, il n'y a pas une loi qui exclut les expatriés, ils sont aussi éligibles dans la sous-traitance, et le chef de l'État s'est rassuré pour créer aussi des structures d'accompagnement pour se rassurer du bon fonctionnement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Alors, par rapport à cette question, comme je disais, ceux-là qui ont des grands marchés, ils peuvent aussi prendre les autres. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de la société principale, s'il y a un grand opérateur ou un grand sous-traitant, si l'autre qui est en bas commet l'erreur, lui peut endosser cette responsabilité. Il peut bien prendre cette responsabilité de pouvoir corriger cette erreur-là. Or, si c'est lui qui est en bas, qui est par exemple un entrepreneur qui commence, il commet une erreur, ça risque d'avoir des répercussions sur la société principale. Or, ici, nous, l'objectif, c'est de protéger et la société principale et les sous-traitants. Pourquoi? Parce que la société principale, c'est une vache. Et la sous-traitance, c'est le lait. Or, si on tue la vache, on n'aura plus du lait. Donc, on est obligé en même temps de protéger et la vache et pour que le lait puisse continuer de couler. Et pour que le lait continue de couler, il faut bien entretenir la vache. Tout à fait. Donc, il faut qu'il y ait un bon rendement. On va essayer d'être encore un peu plus pédagogique parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est un processus qui connaît un tournant avec justement le travail que vous faites évidemment sous la supervision du président de la République pour que progressivement les Congolais puissent s'en approprier. Il y a d'autres questions qui vont arriver et vous aurez l'occasion d'expliciter davantage votre politique. Oui, monsieur Jordan Maïnikini. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Mes questions au directeur général de l'ARSP. Monsieur le directeur, l'ARSP, on constate que vous avez les vents en poupe. Déjà, vous avez réussi à arracher des contrats avec des géants miniers tels que Sikomi, Kibali Gold Mining. Mais nous aimerions savoir, est-ce qu'il existe
encore des géants miniers qui jusque-là ne remplissent ou encore ne respectent pas les conditions fixées pour le respect de la sous-traitance? Si oui, quelles sont ces entreprises et qu'est-ce qui est fait pour les amener dans le bateau, comme les cas des Kibali et la Sicomine? Et puis, une autre question, où en êtes-vous exactement dans l'atteinte de vos objectifs? Est-ce que l'ARSP réunit maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, l'ARSP réunit tous les paramètres devant l'aider à remplir pleinement sa mission, de créer des millionnaires et pourquoi pas des milliardaires? Est-ce qu'on peut estimer un chiffre des millionnaires que vous avez déjà eu à faire sortir en RDC? Merci. Merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à votre première question. Vous avez dit, est-ce qu'il y a encore des sociétés qui ne remplissent pas les conditions ou qui ne respectent pas la loi sur la sous-traitance? Ici, comme je venais de dire, nous sommes en train d'y aller aujourd'hui. Les rapports que nous avons, nous l'avons sur plus ou moins 8 entreprises. Nous avons Metalcoal, nous avons Frontier, nous avons Kibali, nous avons Boss Mining. Donc, nous avons 8 sociétés. Et nous allons y aller lentement et sûrement. Parce que ici, les entrepreneurs congolais ont besoin de chiffres. Ça veut dire que nous devons être en mesure de faire un rapport chiffré. Par exemple, aujourd'hui, dans Kibali, il y a eu un travail qui a été fait. Et les opportunités sont là et le budget même de la sous-traitance est connu. Et aussi, nous devons en même temps protéger aussi Kibali. C'est comme ça que j'ai dit, nous devons savoir qui est-ce que nous sommes en train d'amener. Parce que la qualité, elle est très importante. C'est pourquoi j'ai dit, ceux-là qui auront des grands marchés peuvent aussi prendre les autres. Et dans les sociétés dont nous sommes en train de faire des publications, et nous devons être à mesure, ou nous sommes à mesure aujourd'hui de vous dire, on a mis de côté autant d'entreprises, parce que ces entreprises-là, nous les citons à la télé, et même les nombres. Et nous disons même les chiffres. Par exemple, la sous-traitance dans les 9 sociétés que nous venons d'annuler, c'est 250 millions de dollars. Donc, dans les 9 sociétés étaient dans Metalcoal, Frontier, Boss Mining et Comidé. À eux seuls, c'était des marchés de plus ou moins 98% des marchés de sous-traitance. 250 millions de dollars par an. C'est comme ça que j'ai revenu à cette question pour dire les sociétés qui appartiennent aux actionnaires, quel jour qu'un Congolais peut pouvoir y accéder. Donc nous devons être à mesure, lorsque on aide le Congolais, parce que c'est ça notre mission, c'est l'accès au contrat. Lorsque on met de côté, on sait qui entre. Et lorsqu'ils entrent, ils doivent aussi assurer le bon fonctionnement de cette entreprise principale pour éviter que cela puisse avoir des répercussions sur les tissus économiques du pays. Très bien. Et s'ils ont combien des millionnaires, vous voulez? Oui, il y a des Congolais, beaucoup d'ailleurs, qui gagnent des marchés. Comme je l'ai dit l'autre fois, dans une société principale. Les niveaux d'approbation d'un DG, les sociétés minières ou les sociétés brassicoles, les niveaux d'approbation d'un DG, la plupart des entreprises, c'est 100 000 dollars. Et au-delà des 100 000 dollars, c'est sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, la plupart ne sont pas en République démocratique du Congo. Là, c'est le niveau du groupe. Parce que la plupart des sociétés qui sont ici, ce sont des multinationales. Ils sont et au Congo et dans d'autres pays. Et lorsque l'approbation est au-delà des 100 000 dollars, ça veut dire la décision n'est plus prise en République démocratique du Congo, sur les sites. Ça doit être prise à l'extérieur. Ce qui fait que la plupart des entrepreneurs sont rares, ceux qui avaient des marchés au-delà de 100 000 ou de 500 000 dollars. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont des marchés de 10 millions de dollars, 15 millions de dollars, 7 millions de dollars. Ça, c'est déjà un pas que nous venons de franchir. Et ici, aujourd'hui, nous annonçons maintenant, par rapport à des grands chiffres, des marchés, des opportunités que nous sommes en train de créer. Raison pour laquelle nous attirons l'attention des Congolais de dire,
Voilà la manière dont nous allons procéder. Donc, ceux qui peuvent avoir des grands marchés vont aussi sous-traiter les autres et nous allons y aller comme ça. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un message aux entrepreneurs congolais, comme l'a dit un président chinois, que les chats soient noirs ou blancs, pourvu qu'il attrape la souris. Je pense que nous sommes à un stade où nous devons être unis. Les entrepreneurs doivent avoir cette culture de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Parce que vous allez voir que la plupart des expats ici ou ailleurs, ils font un travail de regroupage. Vous pouvez voir dans une société, il y a même 7 ou 8 actionnaires. Il y a même d'autres qui ont des parts sociales de 3%, d'autres 10%, donc ils travaillent en regroupage. Donc les entrepreneurs congolais ne doivent pas avoir cette culture de chercher à y aller seuls. Ils doivent travailler ensemble parce que en travaillant seuls, ils ont été taxés de manque d'expertise. Donc aujourd'hui, ils doivent changer la donne. Et ils doivent mettre les efforts ensemble pour pouvoir satisfaire la société principale. Donc, je pense Ok, très bien. On va prendre la prochaine question de Mbelechi. Entre-temps, je vais demander à M. Jean-Marie Kassamba et Frédéric Chioyo d'avancer vers le micro. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Ma question, je l'adresse au DG. Alors, actuellement, les entrepreneurs ont du mal à accéder au crédit bancaire. Est-ce que l'RPC a prévu d'apporter son aide aux entrepreneurs congolais, par exemple, pour leur faciliter l'accès? Et si tel est le cas, qu'est-ce que vous avez prévu? Merci beaucoup. Je pense que cette question du financement, je pense que c'est celle que nous venons de dire ici, mais il faut savoir que l'ARSP n'est pas seule. Nous avons des agences sœurs qui sont là. Il y a l'ANADEC, il y a le FOGEC qui est le fonds de garantie et il y a la PROSEM. Certes que ce sont des jeunes structures qui sont en train de se mettre en place, mais je pense que les décrets qui a régi l'ARSP a parlé d'un préfinancement de 30%. Lorsque les entrepreneurs ont des contrats, ils peuvent être préfinancés à 30%. Je pense que cet article-là, nous sommes en train de nous battre pour mettre ça en pratique, mettre ça en œuvre. Et il y a des banques aussi qui travaillent avec nous sur cette question des garanties financières pour les entrepreneurs. Et je peux d'ailleurs vous compléter sur cette question. Vous savez, toutes les sociétés sous-traitantes des mallettes qui sont venues, je peux vous dire à 80%, ils sont venus ici au Congo des sociétés mallettes, mais parce que ce sont des sociétés des sociétés sous-traitantes, des sociétés principales, ils ont été d'un coup préfinancés. Donc c'est comme ça que j'ai dit, il y a un grand travail que nous sommes en train de faire pour mettre les choses sur les rails. Et je le répète encore, que nos entrepreneurs ont été longtemps victimes de tout ça. Et nous sommes en train de travailler pour mettre tout ça sur le bon chemin, bien sûr, avec l'appui du président de la République. Parce que sans son appui, je pense que l'ARSP ne pouvait même pas arriver à ces stades. Merci. On va prendre la question de M. Jean-Marie Kassamba. En cas de catastrophe naturelle, votre hébergement d'urgence est pris en charge. Rendez-vous sur matmut.fr. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, monsieur le DG. Avant que je pose ma question, je me réfère à une petite observation par rapport à ce qui est en train d'être fait par l'ARSP. Là, je parle en tant que Congolais, qui constate que depuis que l'ARSP est en train de travailler, c'est un tournant dans notre économie. C'est assez historique parce que ce mouvement qu'on constate chez nous, nouveaux millionnaires,
les Congolais doivent participer, on doit booster l'économie. Ça ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis avec Patriot Act. Ce qui s'est passé au Nigeria avec Obasanjo ou en Afrique du Sud avec l'ANC. Est-ce que vous êtes conscient, enfin, vous avez pris particulièrement cette question à bras-le-corps, que ça concerne historiquement le peuple congolais qui doit migrer vers cette société de consommation à une société d'entrepreneurs qui doit enfin transformer ses recettes, ou plutôt ses ressources, en richesse réelle. Question maintenant. Est-ce que le gouvernement vous accompagne au sens large du terme, les institutions de la République? Je vois l'activisme du ministre Mouyaya, qui le fait d'ailleurs avec le changement de narratif, mais avec cet espace de redevabilité, mais on ne sent pas les autres membres du gouvernement vous accompagner, parce que la RSP ne concerne pas que le secteur minier. Et enfin, où est l'accompagnement de la presse d'une manière continue? Parce que certes, mes collègues qui sont ici, certains viennent assez régulièrement au briefing, mais par rapport à votre dynamique de la société congolaise qui doit bénéficier de tous les secteurs d'activité, où est la place de la presse qui doit faire comme la presse française, la presse américaine, pour accompagner ce genre de dynamique? C'est le patron de l'UNPC Kinshasa, les syndicalistes qui parlent. La presse est saisie des tout et tout, mais bon, ce sera un autre point. Qui attend toujours le retour des Boujakira. C'est le lieu de rappeler. Monsieur le directeur général, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas une action ou seulement une volonté exprimée du chef de l'État, président de la République, mais c'est un combat de tous les Congolais. Et nous tous, ou tous les Congolais, doivent accompagner son combat. Parce que c'est un combat noble. Je venais de dire ici les États. Et lorsque j'ai parlé des États, par rapport aux lois sur le contenu local, j'ai fait allusion au chef d'État. J'ai parlé de Roosevelt en 1933, les États-Unis. J'ai parlé du président Giscard d'Estaing en 1975, avec la France. J'ai parlé du président Nasser en 1948. J'ai parlé du président Olusegun Obasanjo en 2010. J'ai parlé de Nelson Mandela, où la loi a été initiée en 1994 et promulguée en 2003. C'était l'initiative du président Mandela. Et vous allez voir qu'en Zambie, c'était en 2020 avec le président Edgar Lungu. Ça veut dire, ils sont nombreux, ces chefs d'État qui ont décidé de transformer et qui ont compris que le développement d'une nation, c'est avec les nationaux. Et c'est un combat noble que mène le président de la République. Et d'ailleurs, lorsque vous avez parlé du gouvernement, je peux vous dire que nous, d'abord, déjà nous sommes sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat. Et le récent conseil des ministres, il y a eu une proposition pour l'élaboration de la loi sur les contenus locaux, parce que c'est très important, comme je venais de dire, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance, mais le contenu local va améliorer et ça va résoudre aussi beaucoup de problèmes, parce que la loi sur le contenu local va sécuriser et protéger tous les secteurs entrepreneuriaux dans sa globalité, y compris par les gens, les tout petits commerçants jusqu'aux grands opérateurs. Donc tout est défini dans le contenu local, et chose qui a été approuvée au Conseil des ministres. Et il y a eu d'ailleurs même un arrêté
que le ministre de l'Entrepreneuriat avait pris sur la commission qui doit siéger pour l'élaboration de la loi sur les contenus locaux. Donc je peux vous rassurer que nous avons vraiment l'accompagnement du gouvernement et comme je venais de le dire, et surtout que le président de la République lui-même veut changer la donne de l'histoire de notre pays après 6 décennies où on n'avait pas en fait compris que notre pauvreté est venue ou provenait du fait que il y avait une différence ou un décalage, un contraste entre nos ressources naturelles et la population. Et là au milieu, l'écart, c'était quoi? C'était le manque de la chaîne des valeurs qui pouvait rallier les deux. Et le combat que mène le président de la République aujourd'hui, et bien sûr, je peux vous rassurer que c'est ensemble avec le gouvernement. Mais bien sûr, peut-être que Jean-Marie Kassamba ne suit pas régulièrement vos activités. Alors, n'attendez pas d'être invité par la RSP pour vous intéresser aux questions de la sous-traitance, parce que comme vous pouvez voir sur les images des écrans, le ministre des PME, de l'industrie sont régulièrement en contact avec la RSP, et à chacune de ces rencontres, le président de la République revient toujours sur la RSP, parce que pour nous, au niveau du gouvernement, il y a une vraie stratégie qui vise à prendre les jeunes qui ont des idées, d'où qu'ils viennent, et quels que soient les secteurs, les accompagner pour que leur projet puisse arriver à maturation. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir dessus avec le ministre des PME, qui nous expliquera le rôle de la FOGEC, de la NAPEX et de toutes ces agences qui interagissent pour permettre à nos jeunes d'avoir accès à des capitaux, mais aussi à créer des emplois. On va prendre la prochaine question. Le deuxième volet de ma question, monsieur le ministre. Sur l'accompagnement réel et continu de la presse. Mais qu'entendez-vous par accompagnement réel et continu? Est-ce que la presse doit, vous allez répondre, est-ce que les médias, pour suivre les questions de sous-traitance, ont besoin d'être invités par la RSP? Monsieur le DG, vous pouvez répondre. Il faut qu'ils les soient associés. Enfin, on aura des séances un peu... oui. Voilà. Merci. Non, mais par rapport... Allez-y. Je peux dire Madame Gaëlle, vous pouvez approcher et puis ce sera Monsieur Lusakweno. Par rapport, je crois, à cette question, nous avons vraiment pris cette initiative de travailler maintenant avec toutes les presses en République démocratique du Congo et aussi toutes les presses, et la plupart ou certaines presses internationales. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, d'abord, la loi sur la sous-traitance a été beaucoup combattue. Et même lorsque nous sommes arrivés à la mettre vraiment d'une manière sérieuse en pratique, il faut savoir que certaines des sociétés ou des multinationales pouvaient aussi aller déformer l'information sur la scène internationale. Raison pour laquelle on communique aussi au niveau de certaines presses internationales pour donner la vraie version de ce qui s'est fait en interne. Et ce qui s'est fait en interne, c'est un combat noble de tout État au monde qui veut relever les défis économiques de son pays. Et pour éviter que ça soit déformé sur la scène internationale, c'est comme ça que nous communiquons. Mais il y a quand même, je peux dire, quelques presses que nous travaillons déjà avec ici, mais je pense que s'il faudrait que nous puissions améliorer par rapport à cette question, je pense que nous allons le faire. Non, je crois que c'est aux journalistes de se bouger, parce que c'est ça aussi le métier, aller à la collecte, au traitement, à la diffusion de l'information. On va s'assurer de toute façon pour que les informations puissent être toujours disponibles. Et d'ailleurs, ces briefings, nous l'organisons parce qu'il y a vraiment besoin de pédagogie pour que tous ceux qui, notamment le journaliste, comprennent l'écosystème et soient en mesure d'accompagner non pas seulement la RSP, mais aussi les jeunes entrepreneurs ou ces entreprises locales qui auront aussi, les moments venus, besoin de visibilité. On va prendre la question de M. Chiyoyo. Une question, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière le temps. Faites mon travail, mais l'opinion a comme l'impression que la RSP, c'est plus dans les mines. On ne vous sent pas dans les télécoms pour accompagner, promouvoir les sociétés qui ont des capitaux majoritairement congolais. Pourquoi on ne sent pas cette pression que vous faites au niveau des mines, des mining, mais pas ailleurs? Merci beaucoup.
la sous-traitance intervient dans tous les secteurs. Donc ici, nous les faisons aussi, même avec le brassicole. D'ailleurs, nous avons pris une décision récente où nous avons notifié les sociétés des brassicoles leurs matières premières, entre autres. Donc ce qu'ils appellent les MPP. MPP, ça veut dire matière première principale. Et nous les avons instruits que les MPP, les matières premières principales, désormais tous ces contrats doivent rester au pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des grands groupes brassicoles, il y a par exemple Bralima qui fait partie du groupe Heineken, il y a Bracongo et Brassimba à Lubumbashi qui font partie du groupe Castel. C'est que ces sociétés ont leur centrale d'achat déjà au niveau d'Amsterdam. Et déjà par année ou par an, ils achètent directement toute la matière première qu'ils doivent envoyer à leurs filiales. Et nous avons dit, cette histoire-là est finie. Tant que c'est les Congolais qui consomment vos produits, la chaîne des valeurs doit rester aussi au pays. Et tous ces contrats, je pense que si ils ont déjà signé des contrats par rapport à ça, par rapport à cette année, je pense que nous mettons en cause ces contrats parce que cette chaîne des valeurs doit rester en République démocratique du Congo et faire développer la chaîne des valeurs congolaise. Parce que les brassicoles et les télécoms, c'est d'ailleurs même différent que les mines. Parce que les mines, ils ont déjà les off-takers. Il faut savoir que dans une société minière, lorsque le brut, lorsque la machine fait tomber une tonne de concentré, c'est supposé que c'est déjà acheté chez les off-takers. Mais tandis que les brassicoles et les télécoms, c'est la population congolaise qui fait fonctionner ces sociétés-là. Si aujourd'hui les Congolais refusent de boire, par exemple, voilà, la prémisse qui apparaissent sur les écrans. Oui, effectivement, vous allez voir, les télécoms, c'est 1,8 milliard de dollars et la sous-traitance est presque de 630 millions. Et ce sont les Congolais qui font fonctionner ces entreprises ici, avec les unités de 1 dollar, 2 dollars, 10 dollars qu'ils achètent. Mais comment est-ce que la chaîne des valeurs, c'est la réunion que j'ai eue avec eux, comment est-ce que la chaîne des valeurs doit aller dans les pays étrangers? Ça n'a pas de sens. Donc, la sous-traitance pour les brassicoles et pour les télécoms, ça va rester ici. Mais je profite quand même de l'occasion. Il y a quand même des sociétés de télécoms qui déjà se conforment et je pense qu'au moment opportun, nous passerons encore ici pour montrer les entrepreneurs qui gagnent des marchés dans les télécoms et qui sont en train de très bien évoluer. Par exemple, la société Vodacom, avec eux, nous avons quand même eu beaucoup d'avancées. Et RTL et Orange aussi. Je pense que ça avance quand même parce que, vous savez, pour eux, penser qu'ils étaient exonérés de la sous-traitance, chose que nous avons eu des discussions déjà l'année passée. Et je pense que... Avec effet rétroactif, les conséquences. En tout cas, la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais et c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà, Madame Gaëlle Kiboumou, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir, Monsieur le DG. Ma première préoccupation, j'en aurai deux petites. C'est celle de savoir pourquoi cet apparat presque militaire. En fait, je voudrais savoir pourquoi le DG vient. C'est vrai que c'est un secteur où il faut beaucoup de dissuasion. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça porte un peu préjudice à ce climat des affaires finalement? Vous tapez du poing sur la table, vous fermez à gauche, vous fermez à droite, vous êtes vraiment dans votre politique policière. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du climat, de l'amélioration du climat des affaires? Et puis j'aimerais savoir après, puisque vous parlez de chiffres, de statistiques, etc. On attend les nouveaux millionnaires et milliardaires, c'est vrai. Donc l'effet final recherché, en fait, c'est vraiment cette classe moyenne, cette amélioration.
de l'économie de base. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle classe de riches? Est-ce qu'on aura vraiment une classe moyenne réelle? Et vous l'estimez dans combien de temps à peu près? Parce que la gestion, c'est la prévision. Dans combien de temps vous pensez, vous, après avoir touché du doigt toutes ces réalités, que nous pourrons avoir une vraie classe moyenne? Pas sur papier, une vraie. Merci beaucoup. Je vais répondre d'abord à votre première question. Je peux vous rassurer que nous collaborons très bien avec la cellule du climat des affaires de la présidence. D'ailleurs, lorsque je venais du PIDAC, devant tous les investisseurs du monde, j'ai félicité le bon fonctionnement de la cellule du climat des affaires du chef de l'État. D'ailleurs, nous collaborons très bien et je les félicite encore ici parce qu'on est vraiment en collaboration et ils font très bien vraiment leur travail et nous sommes vraiment en collaboration avec eux. Mais il faut savoir que cette vision du chef de l'État, c'est une révolution économique du pays, après 6 décennies. Et deuxièmement, ces mêmes multinationales qui sont ici chez nous, ils sont ailleurs, madame. Barrick n'est pas seulement au Congo. Glencore n'est pas seulement au Congo. Zijin n'est pas seulement au Congo. Ivanhoe n'est pas seulement au Congo. Mais dans ces pays-là, les mêmes lois sont respectées. Je vous parle de l'Afrique du Sud. Zijin est